2014, et je leur dis que garder le même vote que vous avez eu la première fois, je ne comprendrais pas que vous puissiez le changer pour ce territoire. Alors, très rapidement... Oui, je vais faire très vite. Mais on parce avance que maintenant, je crois que tout le monde a pu s'exprimer. D'accord, mais comme j'ai été interpellé sur différents points, je vais faire extrêmement vite pour répondre. Donc, tout d'abord, pour dire effectivement qu'on n'est pas dans la politique fiction. Ce machin-là n'existait pas il y a 15 ans. On ne sait pas où on sera dans 15 ans. Peut-être qu'il y aura du taxi volant, je ne sais pas. Mais en revanche, la DUP, elle s'arrête là. Ce n'est pas la peine de faire peur à Philippe. Aujourd'hui, ces connexions à la Luc, ça ne traverse pas Gourbera. Ça ne traverse pas Gourbera. Je ne sais pas comment le dire. Bon, voilà, ça n'y est pas. L'horizon, c'est 2035, Guylaine. C'est pas pour la génération future, c'est pour nous. Donc si la LGV se fait, je t'inviterai à déjeuner à Toulouse, on fera l'aller-retour dans la journée. Tu vois, c'est 1h30. J'étais content en fait qu'on n'ait pas déployé la pompe à fumer et la caricature jusqu'à maintenant, mais sur 2-3 points, je suis obligé de répondre. Oula, pardon. Tout d'abord pour dire que mon avis n'a pas changé. Catherine Lagrasse, mes colistiers le savent, j'ai toujours été favorable à la LGV et opposé au tracé qui traverse de crochet de contournement qui traverse Saint-Paul, donc il n'y a pas de prise de position politique, je ne sais pas où. Ça aussi, je ne sais pas d'où ça sort. Concernant Alexis Hara, merci Alexis, mais effectivement, je te reconnais là dans ces propos-là. Comment dire que la région n'a pas fait le job ? Mais quelle aberration. Ça fait plus de 20 ans qu'elle développe le fer, qu'Alain Rousset travaille depuis le mois d'août pour avancer sur le sujet dès que le Premier ministre l'a sollicité. Et je rappelle que elle, la région, a fait le job, parce qu'elle est quand même passée en termes de financement de 510 millions à 710 millions. Si l'État veut passer à 60%, je crois que certains ont des contacts au gouvernement, et bien qu'ils n'hésitent pas. De même, c'est eux qui ont pondu la LOM, qui nous met aujourd'hui dans un calendrier qui est relativement contraint. Merci pour la comparaison avec Vichy. Le Grand Dax, en année pleine, c'est environ 60-65 000 curistes. Vichy, c'est combien ? C'est entre 7 000 et 9 000 curistes. Ce sont les chiffres de monsieur le maire de Vichy du mois dernier. On voit bien effectivement que ce n'est pas du tout la même chose pour nous. Enfin, pour le maire de Rivière, je rappelle effectivement que la région veut mettre en place la fameuse navette Dax-Hendaye et que le vice-président est à disposition pour que le Grand Dax travaille avec SMPBA sur ce projet-là et que la gare de Rivière puisse réouvrir. Merci. Alors, Hikmat Chain. Bon, je pense que tout le monde a évoqué le problème de financement. Et je pense là, il est un petit peu il est temps de redescendre. Certes, il y a la magie de Noël, il y a l'esprit de Noël, il y a les miracles en ce moment. Revenons sur Terre. Ne faisons pas les mêmes erreurs comme dans le passé. Lorsqu'on a fait le projet donc, de la piscine, on n'avait pas regardé les financements. On est parti trop vite parce qu'il fallait voter. Laisse-moi, Serge, j'ai écouté tout le monde, je peux m'exprimer comme tout le monde, d'accord ? On est allé très très vite pour voter parce qu'il fallait un instant T jusque-là. En même temps, je suis surpris que certains maires, pour des raisons que je ne connais pas, il y a eu un revirement collectif, ce qui a été donc décidé. Peut-être il y a eu une élimination, peut-être il y a eu une indigestion, j'en sais rien. Ça a donné donc un revirement collectif pour dire, tiens, maintenant, il faut qu'on vote. Qu'on vote un projet qu'on sait très bien que ce projet, il y a un risque sur la gare de Dax. Qu'on le veuille ou non, il y a un risque. Que ce soit maintenant en 2035, il y a un risque. Ce risque, il peut arriver, il va arriver, on le sait très bien, parce que l'enjeu, c'est Bordeaux-Bayonne, 1 heure, comme Bordeaux-Toulouse, 1 heure. Et Dax, qu'on le veuille ou non, elle ne sera pas sur la liste donc, de la carte de tourisme et de carte donc, de connexion. Aujourd'hui, la gare de Dax, il faut le faire la distinction, parce que j'entends entre les uns et les autres, il y a la distinction entre LGV et TGV. La gare de Dax, elle va rester une gare de TGV, mais pas une gare de LGV. Ça, que ce soit clair, la gare de TGV, et d'ailleurs, il a écrit, donc le directeur général de la SNCF, qu'elle va faire TRGV pour aller jusqu'à Pau. Ce n'est pas LGV pour aller jusqu'à Pau, parce qu'il n'y a pas de ligne à grande vitesse pour aller à Pau. Donc, soyons clairs entre les uns et les autres. Donc ce type de revirement me permet donc de poser des questions pour ceux qui ont changé d'avis, pour voir comment ils vont financer. Comment vous avez des solutions pour trouver les 600 000 € par an, en sachant que ces 32 millions, c'est-à-dire le territoire va supporter 900 000 €, que ce soit de taxes directes ou indirectes. Ça ne peut être que par la fiscalité, parce que je rassure tout le monde, la communauté d'agglomération n'a pas les moyens de trouver du jour au lendemain 600 000 €. On était en commission des finances, on sait très bien sur le programme qu'on a aujourd'hui, il nous manque 13 millions pour aller jusqu'au bout donc, de 2026, sur tous les programmes qu'on a. Donc aujourd'hui, j'invite tout le monde de redescendre sur Terre. Les miracles, c'est bien. À un moment donné,
Certes, il y a l'esprit de Noël, mais il y a une question également de responsabilité. Cette responsabilité, pour moi, elle est primordiale. Gérer, c'est anticiper, comme je répète souvent. Dans la gestion, il faut savoir pourquoi on le fait. Pour moi, en tant que Dacquois, si je passe le pourquoi, j'ai aucun intérêt. Parce que là, aujourd'hui, j'ai ma gare avec des liaisons pour aller soit vers Bordeaux, soit vers Bayonne, soit vers Pau. Donc, je suis desservi. Je vais gagner peut-être un quart d'heure. Et si je vais aller jusqu'à Saint-Jour-de-Marennes, parce que si demain, j'ai plus la gare, le quart d'heure que je veux gagner, je vais le perdre, parce que je vais payer la liaison entre Saint-Jour-de-Marennes jusqu'à Dax. Je vais payer soit un nouveau taxi, soit tous les gains donc, écologiques donc, au niveau donc, émissions de CO2, parce que je veux prendre un transfert entre Saint-Jour jusqu'à Dax. Donc le gain du temps n'est pas bon. Deuxième point qu'on est en train d'évoquer, aujourd'hui, le post-Covid a changé. Ce n'est plus la course à la vitesse, puisque maintenant, il y a une technologie. Certes, il y a le TGV, le plus rapide, c'est le téléphone iPhone. Je suis un des plus grands voyageurs, peut-être au niveau SNCF. Je voyage régulièrement. Et actuellement, je ne voyage pratiquement plus, parce qu'avec la technologie, avec les visioconférences, je ne voyage plus, je ne bouge plus. Donc, du coup, l'évolution qu'on est en train d'installer, ça peut être donc là demain changé. Et quand on prend le TGV, c'est beaucoup plus confortable, que ce soit 3 heures, 3 heures et quart, ce n'est pas une catastrophe pour aller jusqu'à Paris, quoi. Pour terminer sur ce point qui est assez important, sur le financement. Sur le financement, j'ai entendu donc dire tout d'abord par Axel qui a dit qu'il y avait 6 millions. C'est vrai que c'était au départ 6 millions la contribution. Mais on a terminé à 9 millions 2. Donc la contribution de Grand Dax, elle était justifiée. C'est-à-dire, le chiffre qui est annoncé aujourd'hui de 32 millions, je ne suis pas certain qu'il va terminer à 32 millions, puisqu'au départ, c'était 6 millions. On a fini à 9,2 millions. Et ceci était dû, premièrement, parce qu'ils ont dit qu'il y a des frais financiers, des trucs comme ça qu'ils ont rajoutés. On se retrouve à 9,2 millions donc, de contributions. Cela, c'était assez intéressant parce qu'on gagnait effectivement 1 heure à 1 heure et quart entre Paris pour venir jusqu'à Dax. Et ça, c'était intéressant. Deuxième point que je regarde, certes, le département n'a pas participé la première fois pour des raisons qui lui sont, donc il assume. Mais aujourd'hui, ce projet devrait être porté par le département. Il devrait compenser pour ceux qui n'ont pas payé, s'ils veulent le faire. Le financement, parce que c'est un territoire, ce projet va concerner pas uniquement le Grand Dax, il va concerner le Grand Dax, il va concerner le Mont-Marsan, il va surtout concerner le Max, qui lui, il n'est pas invité à financer. Donc si aujourd'hui, quelqu'un qui va payer à notre place, ça sera le département qui devrait payer ce financement. Et du coup, ça sera un projet de développement donc, du territoire. Et après, ça sera le problème écologique, c'est plus le problème financier. Et pour terminer sur ce point qui est assez important, parce que je pense que tout le monde est en train donc, d'évoquer avec des arguments qui sont tous, qu'on peut le voir. Mais j'amène tout le monde à revenir sur la base, de dire, premièrement, a-t-on les moyens de les faire? C'est le comment. C'est le fameux comment qu'on peut le dire. Est-ce qu'on a les moyens donc, de le faire? Non, on ne l'a pas. Sauf si vous allez tous assumer, puisque soit vos communes, ils vont augmenter la contribution, et ça m'étonnerait, puisqu'on n'arrive même pas à récupérer quelques dizaines de milliers d'euros donc de plus, soit on va revenir vers le contribuable, leur demander d'augmenter la fiscalité. Et il n'y a pas donc d'autres moyens. Ils vont être pénalisés pour la fiscalité de taxes, qui va être la taxe qui est concernant le TGV, le LGV, mais également l'agglomération pour trouver ces 600 000 euros, elle ne peut pas avoir d'autre recours que de mettre la taxe. Et personnellement, je pense que le contribuable commence à avoir assez pour aller faire donc de payer des taxes supplémentaires parce qu'il n'a plus les moyens, quoi. C'est vrai que chacun va essayer de défendre sa commune, mais j'invite tout le monde à regarder quelle est vraiment l'utilité pour nous. Et si demain on ne finance pas, qu'est-ce qui se passe? Que je le veuille ou non, ils sont obligés de passer par Dax pour aller jusqu'à Pau. Donc je vais être pour une fois égoïste. Parce qu'aujourd'hui, soit le département va payer ce qu'il me reste, ce que moi je devrais payer en tant que communauté d'agglomération, parce que dans tous les cas, pour aller jusqu'à Pau, ils vont passer par Dax. Et si demain, la gare, elle reste chez nous avec un TGV, ce n'est pas une catastrophe, ça nous permet de développer notre économie, de développer en plus au point de vue tout ce qui est comme ça a été évoqué sur les problématiques écologiques qu'on va éviter. Et surtout, il y a un problème majeur. Le TGV, après Bayonne, il ne passera pratiquement pas. Mais par contre, le risque, c'est que Bordeaux-Bayonne, c'est un enjeu majeur, puisque ça va être, au point de vue marketing, c'est très important de dire, Bayonne, je suis à 3 heures donc, de Paris. C'est comme les autres cités, donc les autres côtes. Donc pour moi, je voterai bien évidemment contre. Ce n'est pas contre le projet LGV en somme, c'est parce que je n'ai pas les moyens. J'ai le courage de le dire, je n'ai pas les moyens.
Je ne veux pas demander aux contribuables de participer en plus pour gagner une hypothétique gain du temps de 5-10 minutes, parce que je rappelle, comme je suis un grand voyageur et je suis classé, pour vous donner, je vais vous montrer, il n'y a pas un jour, j'ai pris le train, je suis arrivé à l'heure. D'ailleurs, sur 2 réunions au niveau de la région, je suis arrivé en retard, à l'aller, au retour, donc là, le gain, ça ne peut pas marcher. Donc, c'est pour ça, j'invite tout le monde à regarder, et pour les frettes, parce que je vois Jean, il a évoqué la question de fret, peut-être il faut investir dans les trains de fret pour augmenter leur vitesse, de passer de 60 à 160 et 120, je pense que ça coûterait nettement moins cher que les 14 milliards qu'on va dépenser. Bien, mais alors rapidement, Alexis Arras, et après, je pense qu'on va pouvoir... Je voulais répondre sur 2 points, puisque moi-même ayant été interpellé, mais je ne vais pas y passer la nuit. Allez, s'il vous plaît, rapidement, on laisse tout le monde s'exprimer. Je veux dire, pour ceux qui ont passé un quart d'heure, tout à l'heure j'ai été moins long. Dire, oui, on est en concurrence avec Vichy, avec Aix-les-Bains, avec Ballaruc, oui. Donc, oui, c'est une réalité, tu veux pas le voir. Voilà, moi j'aimerais bien avoir la clientèle de Vichy, une clientèle à fort pouvoir d'achat, mais aujourd'hui c'est pas possible à Dax, parce qu'on n'a pas les équipements pour les accueillir, c'est pas vrai. Voilà, si, c'est vrai. Bon, allez, Donc on va pas, voilà. Et pour dire, je répète, Carole Delga a fait le boulot. Et quand on voit que toutes les collectivités d'Occitanie ont dit oui, c'est parce qu'il y a eu un travail qui a été fait. Moi, je regrette que ce travail n'ait pas été fait en Nouvelle-Aquitaine. Et je suis pas le seul. Le maire d'Agen l'a dit hier en région. Donc voilà. Oui, parce qu'il est allé dans le bureau du président de région. Voilà, il a une ristourne. Donc voilà, c'est à la carte. Hein? Non, parce que Jean-Denis est allé pleurer. Bien. Je crois que tout le monde a pu... Gloria Dorval. Ouf. Merci, Monsieur le Président. Oui, j'aimerais m'exprimer après avoir entendu un petit peu tout le monde. J'ai l'impression que parfois on a une vue un petit peu restreinte quand même des choses. Là, effectivement, comme certains l'ont dit, on a tout le monde dans le sud-ouest, du moins, qui est arrivé sur nous, qui attend notre décision. On parle par la suite aussi de continuer une ligne vers l'Espagne, c'est-à-dire on parle de l'Europe quand même. Alors, même si pour l'instant l'Europe met 20%, mais j'espère qu'ils pourront mettre davantage après, mais on ne sait pas, effectivement, c'est encore très flou. Mais je pense qu'il faut qu'on ait une vue vraiment beaucoup plus dans le futur, qu'on ait une vue un petit peu plus générale et qu'on se dise que non, on ne doit pas se déterminer forcément en fonction de notre bassin de vie et de la communauté d'agglomération du Grand Dax. On doit se déterminer en fonction d'autres territoires, puisque ça va ouvrir sur d'autres territoires. Et si plus tard, dans plusieurs années, il y a une gare qui s'ouvre sur Saint-Jour et qu'on a une gare à Dax, et bien sûr que si on a un développement économique, il y aura des besoins. Et le sud-ouest, à l'heure actuelle, est quand même une région qui se développe énormément. Et je pense que cette LGV va apporter encore davantage de développement économique. Moi, je pense à nos jeunes, parce que pour l'instant, nous, l'agglomération, si on se restreint à notre agglomération, on est quand même une agglomération vieillissante. On attire beaucoup de retraités. Et effectivement, si on veut garder nos jeunes, alors Guylaine Dutoya, tu parlais justement du logement, mais je pense que si on veut garder nos jeunes, et qu'on ne veut pas que, justement, les prix augmentent. Alors, même si ces prix vont augmenter, mais si on veut garder nos jeunes, peut-être que de leur permettre d'être proches de Toulouse, proches de Bayonne, proches de territoires, et qui puissent rentrer chez eux le soir, dormir, ça va nous permettre de garder des jeunes. Et ça va en attirer d'autres, parce que le développement économique, c'est quoi? C'est pas des retraités. Ce sont des jeunes qui viennent travailler sur nos territoires. Donc moi, je pense qu'il faut qu'on ait une vue un petit peu plus large. Et là, on vote pour, justement, développer encore plus notre territoire. Et je crois que c'est ça qu'il faut prendre en compte. Je ne vais pas m'appesantir sur les autres côtés, vous les avez déjà assez développés, mais moi, je voterai pour parce que je pense que, comme disait M. Abadi, il faut qu'on pense à nos jeunes, il faut qu'on pense à notre territoire. Effectivement, alors, j'ai bien conscience du coût. Et quand j'entends que l'État se désengage, ça fait plusieurs années que l'État se désengage, mais ce n'est pas pour ça que les collectivités locales, elles, se désengagent. Il y a plein de collectivités locales qui agissent justement pour répondre justement au désengagement de l'État, pour aider nos concitoyens. Mais moi, je pense que là, on a ce train à prendre, il ne faut pas le rater parce que ce sera trop tard après. Donc, je voterai pour.
Bien, merci. Donc là, pour le coup, je pense que tout le monde a pu s'exprimer, les différentes tendances. Depuis le début, chacun pourra constater que j'ai tenu à ce que tous les éléments soient sur la table, que tout le monde puisse s'exprimer. Je n'ai pas voulu effectivement donner mon avis avant que le débat ait lieu, parce qu'il y avait encore beaucoup d'expressions qui devaient être amenées, parce que, je le disais en préambule, le sujet il n'est pas simple. Alors, on a effectivement des élus ici qui sont contre par principe le développement des LGV pour les raisons qu'ils ont pu exposer. Mais on voit ce soir que beaucoup d'inquiétudes qui étaient soulevées dès le début de la proposition qui nous était faite pour ce projet de GPSO, beaucoup d'inquiétudes et beaucoup d'angoisses qui s'étaient exprimées sont toujours présentes. Et ça ne se balaye pas d'un revers de main parce que notre collectivité doit s'engager sur 40 ans. De ce point de vue-là, je considère en tant que représentant de cette collectivité qu'on doit écouter toutes les communes, il n'y en a pas une ou deux, qui encore majoritairement expriment des doutes ou des craintes, en tout cas sur le montage qui est proposé, ou même sur le principe lui-même, puisque je le rappelle, deux maires s'étaient exprimés dès le début contre ce projet par principe, et que l'ensemble des autres, sur ma proposition, s'était aligné sur la position que nous avons exprimée publiquement, qui était de dire on peut effectivement participer au financement de cette ligne à grande vitesse, mais il y a 4 conditions sur lesquelles on ne peut pas céder. Les 4 conditions, on les a répétées à plusieurs reprises ce soir. C'était la sanctuarisation de la gare de Dax, c'était la prise en compte du financement des collectivités qui avaient participé au tronçon nord, c'était le fait de demander à d'autres collectivités qui vont bénéficier de l'attractivité nouvelle de cet équipement de financer avec nous, et c'était la concomitance des travaux. Sur ces questions-là, sur ces 4 points, il faut admettre ce soir que les réponses n'ont pas été apportées. Sur la gare, on nous dit oui jusqu'à 2035, et après, effectivement, il y aurait des études qui s'entendent. Parce qu'une LGV, on nous l'a répété dans les courriers que nous avons reçus, une LGV, elle est faite pour traverser les territoires, et après ce sont des liaisons régionales qui doivent permettre de rejoindre les grandes gares. Donc après 2035, effectivement, on nous l'a confirmé, il y a une hypothèse Saint-Jour, il y a une hypothèse Bayonne, et il y a des circulations différentes qui vont se faire. Donc à minima, il y aura moins de fréquences à Dax, on nous l'a répété en toute transparence. Sur la prise en compte, les 2 aspects liés au financement, la prise en compte de ceux qui avaient participé à la ligne nord et l'appel autour de la table d'autres communautés de communes, d'autres collectivités qui naturellement auront bénéficié de l'attractivité nouvelle de cette LGV, là on nous a carrément fermé la porte et on nous a dit non, en si peu de temps, on ne rouvrira pas ce débat-là. Il n'y a pas matière à s'interroger là-dessus, c'est non. Donc il y a déjà 2 hypothèses qu'on était d'accord pour mettre sur la table, 2 questions, 2 conditions qui n'ont pas été remplies, et là ça ne souffre d'aucune interprétation. Et puis là, le 3e, effectivement, on demandait la concomitance des travaux, il y aura une simultanéité, on nous dit qu'ils démarreront après, et là ça laisse le champ ouvert à l'interprétation de ce qu'en fera chacun, mais en tout cas la concomitance, elle n'a pas été remplie. Ces éléments-là, ils sont objectifs et chacun, après, peut se faire son avis. J'ai, personnellement, Jean-Marie Abadi parlait des coups de fil que j'étais censé recevoir. Celui dont il parlait, je ne l'ai pas reçu, mais je peux vous dire que j'en ai eu beaucoup dans les jours qui ont précédé cette réunion du conseil communautaire. Ce conseil communautaire. J'ai été appelé, et puis alors là, par des présidents d'exécutifs ou autres, de tous bords. Au moins, c'est un sujet politique. C'est un sujet qui rassemble largement. Des gens qui m'ont dit, tu ne peux pas oublier le contexte historique, et ils savent que, par principe, les LGV, je pense que c'est un élément qui permet le développement d'un territoire. Il y a donc des arguments qui plaident en faveur des 2 thèses pour ou contre. Et quand on est à ce point d'interrogation, eh bien, il faut avoir, de mon point de vue, c'est toujours comme ça que j'ai fonctionné, alors que la pression, elle est forte, je vous le dis, de toutes parts, on m'appelle pour me dire le choix que je dois faire, il faut avoir le courage de garder sa ligne. Et revenir
au principe fondamental que nous étions fixés à 20 maires lorsque ce projet nous a été proposé. Et si les 4 conditions ne sont pas remplies, nous n'irons pas sur le cofinancement de ce projet qu'est le GPSO. Eh bien, je pense que dans la tempête, alors qu'on nous appelle de toutes parts et qu'on nous met la pression pour prendre une décision qui serait amenée par des postulats qui sont à l'extérieur de cette communauté d'agglomération, parce que je rappelle que les 32,6 millions d'euros, ils sont payés par l'agglomération du Grand Dax et ses contribuables. Alors on peut avoir effectivement des avis différents. Moi je siège dans une autre collectivité, je trouve tout à fait pertinent que le département des Landes finance sans condition parce que l'intérêt pour le département des Landes, il est réel. La collectivité que nous représentons ce soir a mis 4 hypothèses, a mis 4 conditions parce que pour elle, le gain n'est pas évident. Je pense que pour faire son choix, il faut avoir le courage de se tenir à la ligne qu'on s'est fixée. Alors on me sort l'argument historique. On ne peut pas passer à côté de ce tournant historique. Un tournant historique, il ne peut pas se régler en 3 mois de discussion avec des réponses qui disent non fermement sur 2 des 4 conditions qu'on a émises. Pour cette raison, j'estime que les conditions ne sont pas remplies pour que je soutienne la participation du Grand Dax à ce cofinancement. Je vous propose maintenant, je crois qu'on a passé du temps sur cette délibération, de passer au vote. Alors, je vais clore le vote, c'est-à-dire qu'on ne pourra plus changer. Le vote est clos. Donc, la délibération est rejetée avec 34 voix contre, 21 pour et 2 abstentions. Je vous propose de continuer à dérouler l'ordre du jour de ce conseil communautaire. Délibération qui concerne le centre aquatique avec le versement d'un fonds de concours à la ville de Saint-Paul-et-Dax pour le financement du fonctionnement de la piscine municipale de Saint-Paul-et-Dax. Donc cette délibération fait suite à une décision que nous avions là aussi prise de manière conjointe pour que la communauté d'agglomération puisse participer à la prise en charge des cours de natation pour tous les élèves de la communauté d'agglomération, qu'ils aillent sur le centre aquatique communautaire ou qu'ils aillent à la piscine municipale de Saint-Paul-et-Dax. Donc un premier montant avait été proposé basé sur la tarification qui était faite aux communes, mais la commune de Saint-Paul nous avait fait part de coûts techniques qui étaient supérieurs. Nous avons donc accepté le montant qui était demandé par la commune de Saint-Paul-et-Dax à hauteur de 23 800 € afin d'établir un fonds de concours qui compensera la venue de ces élèves au cours de la piscine, au cours de natation de la piscine de Saint-Paul-et-Dax. Il nous est donc proposé de voter le versement d'un fonds de concours à la ville de Saint-Paul-et-Dax de 23 800 € par année scolaire pour une durée de 6 ans afin de participer au financement du fonctionnement de sa piscine municipale. Y a-t-il des questions ? Alors là, du coup... Alors, je vous propose de passer au vote. On n'a rien vu. Henri, ça va pas marcher. Alors, je vais clore le vote. Le vote est clos. La délibération est donc adoptée à l'unanimité. Point suivant qui concerne l'approbation du contrat de relance de transition écologique du Grand Dax, le fameux CRTE. Donc vous le savez, pour accélérer la relance et accompagner les transitions écologiques, démographiques, numériques et économiques dans les territoires,
l'État propose aux collectivités locales qui le souhaitent de signer un nouveau type de contrat, les CRTE. Ces contrats ont vocation à mettre en relation les enjeux des territoires avec les dispositifs financiers de l'État et notamment du plan de relance. Vous avez pu lire dans cette délibération tous les objectifs que revêt le CRTE. Et cet outil de contractualisation ne porte pas sur des engagements financiers arrêtés, mais il permet de recenser toutes les aides déjà accordées ainsi que les axes d'action et les projets identifiés qui feront l'objet de demandes de financement auprès des partenaires. Il s'agit donc là de recenser dans un même document tous les projets de la communauté d'agglomération afin d'avoir une relation simplifiée avec l'État, sachant que après chaque commune, pour ce qui la concerne, devra porter les projets qui la concernent. Sur le contrat qui nous est proposé là concerne la période 2021-2026 et constitue aussi une déclinaison du projet de territoire sur la période 2021-2035 que nous avons confectionné et voté tous ensemble. Et vous avez donc pu lire en annexe à la présente délibération le contrat qui a été proposé à l'État et qui, s'il est approuvé ce soir, sera signé prochainement avec les représentants de l'État et du département des Landes. Il nous est donc proposé d'approuver le contrat de relance et de transition écologique du Grand Axe et d'autoriser Monsieur le Président à signer le contrat et l'ensemble des pièces nécessaires à la mise en œuvre de ce dossier. Y a-t-il des questions, des interventions sur le CRTE? Julien Bazus. Déjà, juste pour vous dire que je reste convaincu que l'avenir ne se prédit pas, mais qu'il se construit. Et ça va être le cas également avec ce CRTE. Je souhaite préciser que des projets ont d'ores et déjà été intégrés, mais comme cela a été évoqué avec les services de l'État, nous souhaitons pouvoir continuer à intégrer des projets postérieurs à ce vote, car c'était un degré de maturité avancé qui était demandé par l'État. Ils sont très au courant que nous avons des projets qui devraient arriver dans le cadre de la mandature. Alors oui, les services de l'État ont toujours effectivement précisé que c'était un document qui devait vivre et donc devait être amendé au fur et à mesure que des projets naissaient sur les territoires. Donc il n'y a aucun problème à ce niveau. D'autres interventions? Non. Alors, je vous propose de mettre aux voix. Alors, je vais clore le vote. Le vote est clos. Et la délibération est adoptée à l'unanimité. Autre point qui concerne une convention d'adhésion aux gestions du dispositif de signalement des actes de violence, de discrimination, de harcèlement et d'agissement sexiste avec le centre de gestion des Landes. Donc l'importance de la prévention, de la lutte et du traitement des violences sexuelles, du harcèlement sexuel ou moral, des agissements sexistes et des discriminations a été réaffirmée récemment via la réglementation en vigueur. Et l'employeur public a une obligation de protection et de préservation de la santé physique, psychologique et sociale de ses agents. Conformément au décret qui gère ce sujet et qui est relatif au dispositif de signalement des actes de violence, de discrimination, de harcèlement et d'agissement sexiste dans la fonction publique, toute autorité territoriale a l'obligation de mettre en place ce dispositif au sein de sa collectivité ou de son établissement public avec pour objectif d'orienter et accompagner les agents, de soutenir et protéger les victimes et de traiter les faits signalés pour qu'ils ne se reproduisent plus. Le centre de gestion de la fonction publique territoriale des Landes propose aux collectivités de gérer pour leur compte ce dispositif de signalement par voie de convention. Et ce point a recueilli un avis favorable du comité technique lors de sa séance du 27 septembre 2021. Les différents points de la mission
proposés par le CDG 40 sont repris dans la délibération. Je rappelle que ce service est proposé à titre gracieux pour les collectivités qui conventionnent avec le CDG pour la durée du mandat actuel. Donc le CDG a mis en place une cellule signalement avec un référent mutualisé en charge de la gestion et du suivi des signalements, qui est un juriste. Et un interlocuteur dédié doit également être désigné au sein de la collectivité pour assurer le lien avec le CDG 40. Donc chez nous, ce sera une personne des ressources humaines qui, enfin même la directrice des ressources humaines qui accomplira cette mission. Il vous est donc demandé de bien vouloir adopter la convention qui est annexée à la présente délibération avec le Centre de gestion des Landes et d'autoriser Monsieur le Président à signer tous les documents qui se rapportent à cette convention. Y a-t-il des questions? Il n'y en a pas. Alors je mets aux voix. Je vais clore le vote. Le vote est clos. Et la délibération est adoptée à l'unanimité. Je vous remercie. On passe maintenant au plan d'action égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Donc la communauté d'agglomération du Grand Axe établit chaque année, dans le cadre du débat d'orientation budgétaire, un rapport annuel sur l'égalité femmes-hommes. La partie de ce rapport relative aux ressources humaines de la communauté d'agglomération est présentée au comité technique. Et à partir de 2021, la réglementation prévoit également l'adoption d'un plan d'action en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Donc les actions prévues dans le plan sur les 3 années de 2021 à 2023 sont classifiées par thème, conformément à ce que nous demande la réglementation. Le premier thème concerne les écarts de rémunération. Le deuxième, l'égal accès aux cadres d'emploi, grades et emplois. Le troisième, l'articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle. Et le quatrième, les discriminations, actes de violence, harcèlement et agissements sexistes. Donc en ce qui concerne les 2 premiers axes, le plan prévoit l'acquisition d'outils et le choix d'indicateurs pour étudier la rémunération des femmes et des hommes, pour repérer et analyser les écarts éventuels et garantir l'égalité salariale. Il prévoit aussi l'accompagnement de la promotion professionnelle, la mise en œuvre d'actions de formation et de sensibilisation, notamment l'égalité professionnelle, la représentation des métiers, les stéréotypes et la discrimination, la poursuite de la prise en compte des situations de pénibilité au travail, qui consiste dans l'adaptation des équipements et des matériels, et dans le fait de favoriser la mobilité des agents sur des postes pénibles. Pour ces axes 1 et 2, on prévoit aussi la garantie du respect de la neutralité en matière de recrutement. Concernant la formation, une formation mise en place, un guide interne et le texte des annonces de recrutement, et l'accompagnement des agents à s'impliquer sur le plan de leur santé physique et mentale, et enfin le développement de la communication interne sur la formation professionnelle. En ce qui concerne le troisième axe, le plan prévoit le versement aux agents de prestations d'action sociale pour la garde de jeunes enfants par le biais de l'adhésion au comité national d'action sociale. En matière d'horaire de travail, le dispositif des horaires variables, le télétravail et l'élaboration d'une charte des temps. Et pour le quatrième axe, la communauté d'agglomération souhaite adhérer au dispositif formel de signalement mutualisé du centre de gestion publique territoriale des Landes que nous venons d'aborder lors de la délibération précédente. Donc, suite à l'adoption de ce plan d'action, un comité de suivi et de veille est en cours d'installation afin de piloter les actions issues de ce plan et de proposer une restitution annuelle auprès du comité technique. Y a-t-il des questions sur ce plan? Il n'y en a pas, donc il est demandé au Conseil d'approuver le plan d'action pluriannuel 2021-2023 pour l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, proposé par le Grand Axe joint à l'annexe.
Ce plan d'égalité professionnelle portant notamment sur l'analyse des écarts concernant la rémunération, l'avancement et la promotion entre les femmes et les hommes, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur les questions de discrimination, de violence et de harcèlement, et d'autoriser Monsieur le Président à signer tout document relatif à ce dossier. Je propose de passer au vote. Ah oui, c'est pas pour envoyer les textos, c'est un autre appareil. Donc je vais clore le vote. Le vote est clos. Et la délibération est adoptée à l'unanimité. Toujours concernant les ressources humaines, nous allons parler du renouvellement de la mise à disposition de personnel. Alors entre la CAGD et la ville de Dax d'une part, et entre la CAGD et le CIAS pour information, puisque cette délibération n'appelle pas de vote. Donc vous le savez, il y a des agents qui sont mis à disposition de l'une ou l'autre des organisations ou collectivités. Il s'agit donc de les renouveler. Vous avez les conventions de mise à disposition qui sont jointes à la délibération. Et il nous est donc demandé de prendre acte du renouvellement de la mise à disposition de l'agent de la direction exploitation et projet de la communauté d'agglomération auprès de la ville de Dax pour une durée de 3 ans et du renouvellement de la mise à disposition d'un agent de la CAGD auprès du CIAS et d'un agent du CIAS auprès de la CAGD pour une durée d'1 an. Y a-t-il des questions sur ces mises à disposition? Je vous propose alors de voter. Ah non, vote pas d'ailleurs, je ne vous propose pas de voter. D'ailleurs, le matériel ne le permettait pas, ce que j'ai compris. Et je passe maintenant la parole à Hervé Darrigade pour des fonds de concours pour la rénovation énergétique. Merci Monsieur le Président. Donc on va délibérer sur 3 fonds de concours pour la commune de Eugas, pour le local communal, le bureau situé au 50 route de Massy. Donc c'est des travaux de menuiserie pour un montant de 3 342,58, contribution de la CGD à 50% à 1671,29. Pour la commune de Rivière-Sassy-Groby, des travaux sur la menuiserie de la boulangerie et ainsi que les menuiseries de l'épicerie, un montant total de 50 465,42 €. Alors là, il y a du DETR à 22%, donc l'agglomération du Grand Dax contribue à 38,9%, c'est-à-dire que la contribution est de 19 632,71 €. Et pour la commune de Candresse, ce sera des travaux sur le local de comité des fêtes, avec de la menuiserie, de l'éclairage, de l'isolation des plafonds et des isolations des murs, pour un montant total de 11 113,43 €. Contribution de l'agglomération du Grand Dax de 43,74%, 4 860,71 €. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce fonds de concours? Pas de questions. Alors, il est proposé au Conseil d'attribuer un fonds de concours de 1671,28 € à la commune de Eugas, de 19 632,71 € à la commune de Rivière-Sassy-Groby, et de 4 860,71 € pour la commune de Candresse, d'approuver les conventions d'attribution de fonds de concours des communes de Eugas, Rivière-Sassy-Groby et Candresse, et d'autoriser Monsieur le Président à signer les conventions d'attribution des fonds de concours de Eugas, Rivière-Sassy-Groby et Candresse. Merci, je mets aux voix. C'est-à-dire que vous avez du temps pour la première délibération, du coup, c'est moins facile. Alors, je vais clore le vote. Le vote est clos. La délibération est adoptée à l'unanimité.
Toujours Hervé Darrigade pour la poursuite de la plateforme de rénovation énergétique. Tout à fait. Alors, en mars 2021, le Grand Dax a lancé sa plateforme de rénovation énergétique en même temps que des deux dispositifs d'aide à l'amélioration de l'habitat privé. Le PIG, le programme d'intérêt général, et l'opération programmée d'amélioration de l'habitat, renouvellement urbain, OPHRU. Ces deux derniers programmes sont destinés aux ménages modestes et très modestes et sont aidés financièrement par l'ANA et par le Grand Dax. Le suivi animation de la plateforme de rénovation énergétique du Grand Dax est réalisé par la Solia, prestataire retenu dans le cadre du marché public d'une durée de 3 ans pour un coût annuel de 55 333 € hors taxe. Ces 3 dispositifs constituent un guichet unique appelé Plateforme Habitat du Grand Dax qui regroupe le conseil et l'accompagnement de tout type de travaux, rénovation, adaptation des logements, de tous les propriétaires et de tout type de revenus. La région Nouvelle-Aquitaine, en partenariat avec l'État et l'ADEME, souhaite s'appuyer sur les collectivités pour déployer le service public de conseil et d'accompagnement des ménages pour la rénovation énergétique de leur logement. À cette fin, la région a lancé en septembre 2021 un nouvel appel à manifestation d'intérêt auprès des collectivités porteuses de plateformes dédiées à la rénovation énergétique. Le Grand Dax compte candidater à cette nouvelle AMI afin de bénéficier des aides financières de la région, du département des Landes et de l'État, un taux à peu près de 80%, pour accompagner les ménages dans la rénovation énergétique de leur logement. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à cette délibération? Pas de questions. Alors, il est proposé au Conseil d'approuver la poursuite du projet de plateforme de rénovation énergétique, d'autoriser M. le Président à présenter un dossier de candidature et de signer tous les documents ici afférents et d'inscrire les crédits nécessaires sur le budget durable de l'article 611. Merci, je mets aux voix. Je ne sais pas d'où vote Jean Lavielle, mais il a réussi. Alors, une liaison qui fonctionne bien. Je vais clore le vote. Le vote est clos. Et la délibération est adoptée à l'unanimité. Point suivant, toujours Hervé Darrigade, sur l'évolution du règlement et des tarifs de la redevance spéciale appliquée aux entreprises du Grand Dax. Alors et extérieures. Ouais. Pour rééquilibrer les proportions de financement de la compétence déchets entre les entreprises et les ménages, et dans la mesure où les tarifs pour les professionnels n'ont pas évolué depuis 2018, il est proposé d'augmenter le forfait de la redevance spéciale durant les 3 prochaines années avec un tableau qui suit. Vous allez voir, il y a 5 forfaits, donc une évolution jusqu'en 2024. Par ailleurs, pour plus d'équité entre les entreprises basées sur le territoire du Grand Dax et une entreprise extérieure à celle-ci, il est proposé de créer un tarif spécial pour ces dernières. En effet, pour une même service, une entreprise basée sur le territoire du Grand Dax va payer la TOM et la redevance spéciale, alors qu'une entreprise extérieure du territoire du Grand Dax va seulement payer la redevance spéciale. Dans la mesure où la possibilité d'accéder aux déchetteries du Grand Dax offre également la possibilité d'accéder aux 22 déchetteries du Sitcom Côte-Sud-Landes, il semble pertinent d'appliquer aux entreprises extérieures les mêmes tarifs que ceux pratiqués par le Sitcom. Donc vous avez les tarifs, forfait 1 jusqu'à forfait 5, qui vont augmenter. L'application de ces mêmes tarifs que ceux du Sitcom limitera en outre, certes, un effet d'aubaine. Actuellement, plusieurs entreprises extérieures à nos 2 collectivités travaillant sur le territoire du Sitcom et utilisant ces déchetteries préfèrent s'acquitter de la redevance spéciale auprès du Grand Dax pour pouvoir bénéficier d'un montant de redevance spéciale 4 à 8 fois inférieur à celui pratiqué par le Sitcom.
Il est donc proposé de créer une facturation spéciale aux entreprises extérieures telle que présentée dans le tableau ci-avant. Enfin, il est proposé de fixer le seuil d'exonération pour les auto-entrepreneurs et micro-entreprises exonérant de redevances spéciales pour tout chiffre d'affaires annuel en dessous de 1 000 €. Afin de pouvoir mettre en œuvre toutes les modifications, il est nécessaire de modifier le règlement de la redevance spéciale par décision du président afin de modifier l'article 2.1 en ce qui concerne le mode d'application des forfaits avec une tarif spécial pour les entreprises extérieures du Grand Axe, de modifier aussi l'article 5.2.1 en ce qui concerne l'utilisation régulière des déchetteries par les entreprises extérieures au périmètre du Grand Axe et modifier l'article 5.2.2 en ce qui concerne l'utilisation ponctuelle des déchetteries par les entreprises extérieures au périmètre du Grand Axe. Le nouveau règlement de la redevance spéciale sera applicable dès le caractère exécutoire de la délibération. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à cette délibération? Alors, il est proposé au Conseil d'approuver la revalorisation des forfaits de redevance spéciale aux entreprises du Grand Axe, d'approuver la création pour les entreprises extérieures au territoire un tarif spécifique dans le cadre de la redevance spéciale, approuver l'exonération de la redevance spéciale pour les professionnels sous le régime auto-entrepreneur ou micro-entreprise lorsque le chiffre d'affaires déclaré est inférieur à 1 000 €, prend acte de la modification du règlement de la redevance spéciale tel que présente ci-dessus et valider les tableaux de tarifs suivants par application du 1er janvier 2022. Merci, donc je mets aux voix. Alors je vais clore le vote. Le vote est clos. Et la délibération est adoptée à l'unanimité. Je passe maintenant la parole à Jean Soublin pour l'avenant numéro 4 à la convention de mise à disposition encore et de contribution avec le GIP Grand Axe Développement. Et je précise de suite que messieurs Julien Dubois, Grégory Randet, Jean-Marie Abadi, Julien Bazus, Jean Lavielle, Hikmat Chahine, en tant que membre de l'Assemblée Générale du GIP, ne participent ni au débat ni au vote. C'est plus grand monde. Merci, Monsieur le Président. Et donc, Thierry Bourdias. Alors, Thierry Lafourcade se joint à nous pour une... Thierry Lafourcade, j'ai fait un raccourci facile. Donc Thierry Bourdias non plus, parce que l'entreprise est... Bon, on va assurer le coup, alors ok. Donc Jean Soublin. Bien, donc il vous est proposé un avenant numéro 4 donc, à cette convention de mise à disposition de contribution avec le GIP Grand Axe Développement. Donc l'an dernier, à même époque, nous avions voté une délibération avec une contribution établie d'un montant de 260 000 €. Il s'avère que le besoin réel de financement pour cette année 2021 s'élève à 247 000 € en raison de recettes sensiblement supérieures et également en raison de frais de fonctionnement qui ont été inférieurs, notamment du fait de la crise sanitaire. Donc il vous est proposé, afin d'adapter cette contribution aux besoins réels pour 2021 qui s'élève donc à 247 000 €. Ensuite, il y a différentes modifications pour l'année 2022 qui sont à acter dans ce même avenant, à savoir notamment l'adaptation de la liste des personnels qui sont mis à disposition du GIP, notamment qui tiendront compte des mouvements du personnel au sein de la collectivité, et également de revoir la contribution annuelle pour 2022 au montant de 250 000 €. Voilà, sachez que pour le Grand Axe, il y a 16 agents qui sont concernés par cette mise à disposition depuis le 1er mars 2018. Est-ce qu'il y a des questions? Si, oui, y a-t-il des questions? Il n'y en a pas. Donc il vous est proposé de valider l'avenant numéro 4 à la convention de mise à disposition de contribution qui définit le cadre juridique des relations entre le Grand Axe et le GIP Grand Axe Développement et d'autoriser Monsieur le Président à signer l'avenant à la convention comme a signé tout autre document relatif à cette affaire.
Merci. Alors je mets aux voix et ceux qui ne votent pas retiennent leur boîtier. Alors je vais clore le vote. Le vote est clos. Et la délibération est adoptée à l'unanimité, moins les non-prises de part au vote. Je passe maintenant la parole à Grégory Randet pour une vente de terrain sur le pôle économique d'agglomération de Saint-Paul-les-Dax. Merci, Monsieur le Président. Ça concerne la vente d'un terrain à l'entreprise Mediapost. Comme vous le savez, est une entreprise dont l'activité est la distribution d'imprimés publicitaires, diffusion de supports. Actuellement, l'entreprise est locataire de son local d'activité sur le pôle économique d'agglomération de Saint-Paul-et-Dax. Elle emploie 60 salariés permanents et recrute des distributeurs occasionnellement lors de périodes de forte activité. Par ailleurs, l'entreprise qui loue actuellement veut entrer dans une logique patrimoniale. À cette occasion, M. Éric Bonhomme, responsable du groupe immobilier de Mediapost, a sollicité l'agglomération du Grand Dax pour acquérir un terrain, le lot B, section BC numéro 387 La Passe, d'une superficie de 8160 mètres carrés sur l'extension du pôle économique d'agglomération de Saint-Paul-et-Dax. L'entreprise souhaite y exposer un bâtiment de 2500 mètres carrés, constitué d'un entrepôt de stockage, d'un parc à chariots et de 250 mètres carrés de bureaux. Le prix de vente du foncier viabilisé aux abords est fixé à 15 € hors taxe mètre carré, soit 122 400 € hors taxe. La TVA sur marge en sus de 13 872 €, soit un prix TTC de 136 272 €. Ce prix tient compte des aménagements aux abords qui seront réalisés avant la vente. L'investissement immobilier est évalué à 2 millions d'euros hors taxe, foncier compris. Le projet fera l'objet d'un permis de construire. Celui-ci devrait aboutir en 2022. Des questions ? Donc, avant de passer au vote, je tenais à saluer le service développement économique qui s'est beaucoup battu pour maintenir Mediapost sur la zone du Grand Dax. Le groupe n'a pas répondu aux sirènes de Max de Bayonne, donc on peut les féliciter pour que Mediapost reste sur le territoire. Donc, après avril du bureau, il sera proposé au Conseil d'autoriser la vente du terrain LOB numéro BC 387 La Passe, situé sur le pôle économique d'agglomération de Saint-Paul-et-Dax, au profit de la société Mediapost ou de toute autre personne physique ou morale qui lui plaira de substituer en partie ou en totalité pour réaliser l'objet de la vente. De préciser que la vente sera réalisée au prix de 15 € le mètre carré hors taxe, 122 400 € hors taxe TVA, marge en sus de 13 872 €, soit un prix de vente de 136 272 € TTC. Ce prix sera ajusté si besoin au mètre carré réellement cédé à l'issue du bornage définitif par le géomètre. D'autoriser M. le Président à signer l'acte de vente ainsi que tout autre document relatif à cette délibération. D'autoriser le Président à donner procuration à tout clerc aux collaborateurs de notaire du Grand Dax pour signer les actes notariés et finaliser la vente. Et pour terminer, d'indiquer que M. le Président aura la possibilité de rédiger une attestation autorisant le commencement des travaux avant la signature de l'acte de vente. Merci. Je mets aux voix. Je vais clore le vote. Le vote est clos, merci. Et la délibération est adoptée à l'unanimité. Toujours Grégory Randet pour toujours des ventes de terrain, cette fois-ci sur le pôle économique d'agglomération de Tétieux. Tétieux qui a le vent poupe depuis un an. Nous allons vendre 2 terrains à la société Noudric System, représentée par M. Olivier James, qui en est le président. Comme vous le savez, l'entreprise exerce une activité de conception, fabrication, vente de machines, tireuses à bière, d'accessoires en plastique, la location de matériel, la prestation de services en lien avec les produits fabriqués. Le système de tireuse à bière dénommé Beer Up, conçu avec un gobelet remplissable par le socle, est une innovation technologique brevetée qui a été développée en partie au Fab Lab de Pulseo en 2015. Cette entreprise emploie 3 salariés. La société envisage d'acquérir ses propres locaux afin de les adapter à ses besoins. Un terrain de 2200 m² pour construire un local d'activité de 400 m², extensible à moyen terme à 800 m². M. Olivier James a sollicité l'agglomération du Grand Dax pour acquérir 2 terrains, les lots 3 et 4 sur le pôle économique d'agglomération de Tétieux. Les plans de vente des lots 3 et 4 constitués de la parcelle cadastrée section A numéro XP lieu-dit Moura de Sounin ont été réalisés par le bureau de géomètre d'une SARL en juillet 2020 pour une surface cible de 1341 m² pour le lot numéro 3 et 931 m² pour le lot numéro 4.
Le prix du vente du foncier viabilisé est fixé à 35 € hors taxe le mètre carré, soit pour le lot numéro 3 un prix de vente de 46 935 € hors taxe. La TVA se marge en sus de 8 751,37 €, soit un prix TTC de 55 686,37 €. Pour le lot numéro 4, le prix de vente est égal à 32 585 € hors taxe. La TVA sur marge en sus de 6 075,71 €, soit un prix TTC de 38 660,71 €. L'investissement immobilier est évalué à 300 000 € hors taxe, foncier compris. L'entreprise a obtenu un accord de sa banque pour financer le projet immobilier. Celui-ci fera objet d'un permis de construire et devrait aboutir en 2022. Alors avec tous ces terrains à vendre et devant la fougue qui le caractérise, Grégory Randet est passé sur la délibération suivante. Ah. Alors ce que je vous propose, c'est de reprendre avec la délibération précédente. On votera sur celle-là, puis on votera sur celle qui a été décrite à l'instant sans la, veuillez m'excuser, sans la représenter. Ben non, pas pressé, mais... Donc, nous vendons encore des terrains à Tétieux. Même dans la deuxième délibération, troisième. C'est pour la société Dubis, l'entreprise Dubis et Fils. L'entreprise Dubis qui exerce une activité de jardinerie. Pourquoi personne m'a arrêté d'ailleurs, hein? Non, parce que c'était beau et on était pris par... on ne voulait pas interrompre ce mouvement. Quand une vente est là, il faut la faire. L'entreprise exerce une activité de jardinerie, création et entretien de jardins, ainsi que la commercialisation de plantes, arbustes et la vente de produits de sol et de mobilier de jardin. Elle compte 22 salariés permanents en équivalent temps plein et fait appel à 4 saisonniers durant les périodes de forte activité. Actuellement, la société dispose d'un magasin au centre commercial Le Grand Mail à Saint-Paul-et-Dax et d'un local de stockage de 700 m², trop petit par rapport à ses besoins. Le projet de l'entreprise consiste à développer sa capacité de stockage dans un entrepôt situé à proximité de son point de vente de Saint-Paul-et-Dax et d'en devenir propriétaire. Aussi, M. Dubis sollicite l'agglomération du Grand Dax pour acquérir 2 terrains, les lots 6 et 7 sur le pôle économique d'agglomération de Tétieux, pour construire un bâtiment de stockage de 1200 m² accessible aux semi-remorques. Les plans de vente des lots 6 et 7 constituent de la parcelle cadastrée section A, numéro XP, lieu-dit Moura de Sonin, ou de Sounin, ont été réalisés par le bureau de géomètre d'une SARL en juin 2020, pour une surface cessible de 1982 m² pour le lot 6 et 1161 m² pour le lot 7. Le prix de vente du foncier viabilisé de 35 € hors taxe le mètre carré, soit pour le lot 6 un prix de vente de 69 370 € hors taxe, la TVA sur marge en sus de 12 934,53 €, soit un prix TTC de 82 304,53 €. Pour le lot 7, le prix de vente est égal à 40 635 € hors taxe. La TVA sur marge en sus de 7 576,69 €, soit un prix TTC de 48 211,69 €. L'investissement immobilier est évalué à 600 000 € hors taxe foncier compris. L'entreprise a obtenu un accord de sa banque pour financer le projet immobilier. Celui-ci fera l'objet d'un permis de construire et il devra aboutir en 2022. Y a-t-il des questions alors, sur l'une ou l'autre des délibérations? Et il n'y en a pas. Alors, on va donner les attendus pour celle-ci. Voilà. Donc, pour la vente à l'entreprise Dubis, il est demandé d'autoriser la vente des terrains lots 6 et 7 situés sur le pôle économique de Tétieux au profit de la société établissement Dubis et Fils ou de toute autre personne physique ou morale qui lui plaira de substituer en partie ou en totalité pour réaliser l'objet de la vente. De préciser que la vente sera réalisée pour le lot 6 au prix de 69 370 € hors taxe, soit 82 304,53 € TTC, et pour le lot 7 au prix de 40 635 € hors taxe, soit 48 211,69 € TTC. D'autoriser, Monsieur le Président, à signer l'acte de vente ainsi que tout autre document relatif à cette délibération. D'autoriser, Monsieur le Président, à donner procuration à tout clerc ou collaborateur du notaire du Grand Dax pour signer les actes notariés et finaliser la vente. D'indiquer que Monsieur le Président aura la possibilité de rédiger une attestation autorisant le commencement des travaux avant la signature de l'acte de vente. Merci. Alors, je mets donc aux voix sur cette délibération de la vente des terrains à l'entreprise Dubis et Fils. Je vais clore le vote.
Le vote est clos. Et la décision est adoptée à l'unanimité. Et donc là, on va juste Pour donner ce qui est proposé au Conseil. D'autoriser la vente des terrains 3 et 4 situés sur le pôle économique de Tétieux au profit de la société Nodric System ou de toute autre personne physique ou morale qui lui plaira de substituer en partie ou en totalité pour réaliser l'objet de la vente. De préciser que la vente sera réalisée pour le lot numéro 3, un prix de 46 935 € hors taxe, soit un prix TTC de 55 686,37 € Pour le lot 4, le prix de vente est égal à 32 585 € hors taxe, soit un prix TTC de 38 660,71 €. D'autoriser M. le Président à signer l'acte de vente, ainsi que tout autre document relatif à cette délibération. D'autoriser M. le Président à donner procuration à tout clerc aux collaborateurs du notaire de Grand Dax pour signer les actes notariés et finaliser la vente, et d'indiquer que M. le Président aura la possibilité de rédiger une attestation autorisant le commencement des travaux avant la signature de l'acte de vente. Merci. Je mets donc aux voix pour cette délibération des ventes de terrain à l'entreprise New Drink System. Je vais clore le vote. Le vote est clos. Et la délibération est adoptée à l'unanimité. Je passe maintenant la parole à Guylaine Dutoya pour la Convention territoriale globale du Grand Dax 2021-2025. Alors, il s'agit là d'une demande de la Caisse nationale des allocations familiales. Précédemment, nous avions des contrats en face jeunesse pour la plupart d'entre nous et dans nos communes pour obtenir des cofinancements ou des aides de la Caisse d'allocation familiale sous la forme d'un contrat en face jeunesse. La Caisse nationale d'allocation familiale demande maintenant à ce que ce soit traité au niveau intercommunal et nous propose donc la signature d'une convention territoriale globale du Grand Dax, autrement dit, où nous signons cette convention, où nous nous asseyons sur les fonds proposés par la Caisse d'allocation familiale. Est-ce qu'il y a des questions? Thierry Oui, Bourdias. Thierry. Attendez, il faudrait un micro pour Thierry. Ah, il arrive. Merci. Ah, il y en a un. Juste pour rappeler que là encore, on a eu à peu près 10 minutes pour se décider. J'exagère un peu, mais c'est à peu près ça. Et l'enjeu, il est également très fort. On est d'accord. En tout cas, Je préciserai que là, on n'a pas 32,6 millions à mettre. C'est encore dans l'urgence. Par contre, je suis entièrement d'accord. Je rappelle simplement que c'est pas la première fois, quoi. On l'a déjà signé, ce document. non, on avait un contrat enfance jeunesse jusque-là. Maintenant, la Caisse d'allocation, la Caisse nationale d'allocation familiale ne souhaite plus, annule ces contrats d'enfance jeunesse. Ils n'existeront plus à partir du 1er janvier 2022. D'accord? Et ça devient une convention territoriale intercommunale. L'intérêt, vous le verrez par la suite, on va vous proposer de le faire gérer par le CIS. L'intérêt pour nous sera de le travailler ensemble et de voir comment on peut coordonner des choses ou pas. Mais l'intérêt premier sera que chacun d'entre nous continuions à percevoir ces aides. Hein? Mais la Caisse d'allocation familiale nationale, en tout cas, ne nous laisse plus le choix. C'est soit on fait une convention intercommunale, soit on ne pourra plus percevoir les fonds au niveau communal. D'autres interventions? Donc, il est proposé au Conseil d'approuver la convention territoriale globale jointe en annexe entre la communauté d'agglomération du Grand Dax et la CAF des Landes pour la période 2021-2025. D'autoriser M. le Président à signer cette convention et tout document se rapportant à l'exécution de ce dossier. Merci. Je mets donc aux voix. Je vais clore le vote. Le vote est clos.
Alors, avant de passer à la deuxième délibération, bon, je vous remercie. Enfin, je pense qu'on avait tout intérêt à faire ainsi. À partir de maintenant, et je pense que c'est les services qui nous le diront, mais nous aurons, quoi qu'il en soit, à signer la signature de cette convention dans nos conseils municipaux. Alors normalement, nous avions pour faire le tout jusqu'au 31 décembre, Thierry, tu vois. On a juste réussi à les rencontrer, à discuter et à faire que nos conseils communaux, on aura bien un mois ou deux pour le signer. Autrement dit, d'ici la fin de l'année, c'est pas la peine de se précipiter, mais pour janvier ou février, vous l'aurez à l'ordre du jour de vos conseils, enfin nous l'aurons, à l'ordre du jour de nos conseils municipaux. Oui, et avant de passer à la délibération suivante, effectivement, une précision au contraire de ce que je vous disais en préambule de ce conseil communautaire. Seuls les maires dont le conseil municipal a déjà délibéré sur cette CTG peuvent signer. Je pense par conséquent que nous n'aurons pas de signature ce soir, puisque je pense que personne n'a pour l'instant délibéré. Donc voilà, oui, pas utile de signer si votre conseil municipal n'a pas délibéré. Je pense qu'il n'y en a pas eu. Elle se signera qu'après, en effet. Donc du coup, la mise en œuvre de cette convention territoriale. Pour mettre en œuvre cette convention territoriale, il est proposé de la confier au Centre intercommunal d'action sociale. Est-ce qu'il y a des questions à ça ? Donc il est proposé au Conseil de confier au Centre intercommunal d'action sociale du Grand Dax la mise en œuvre de la convention territoriale globale signée entre la communauté d'agglomération du Grand Dax et la CAF des Landes pour la période 2021 à 2025 et d'autoriser Monsieur le Président à signer tout document se rapportant à l'exécution de ce dossier. Merci, je mets donc aux voix. Je vous remercie. Je vais clore le vote. Le vote est clos. Et donc la délibération est adoptée à l'unanimité. Je passe maintenant la parole à Hikmat Chahine pour une série de délibérations qui ont trait aux finances. Et tout d'abord, la clôture, prolongation ou révision des APCP par l'ADM numéro 3. Merci, Monsieur le Président. Donc, comme vous savez, chaque année, on doit, en fin d'année, donc revoir les APCP qui sont en cours pour voir si on va les modifier, les ajuster ou les clôturer. Il y a essentiellement, pour ceux qui ont regardé, on va clôturer l'autorisation de programme numéro 120 concernant donc les travaux de voirie de 2016-2020 pour un montant donc de 14 991 000 euros. Donc ça fait en moyenne à peu près dans les 3 millions si on le lisse sur les périodes, quoi. Deuxièmement, on va prolonger d'une année les autorisations de programme numéro 109, le centre aquatique, le 117, c'est l'extension de la déchetterie de Saint-Paul, le 126, le logement social, et le 134 sur le fonds de concours aux communes rurales, et le 135, l'aide individuelle aux entreprises, et l'AP 136, l'aménagement des abords de centre aquatique, de façon à basculer les crédits restants sur l'exercice 2022. C'est-à-dire on ne change rien, mais comme il y a toujours donc, des travaux qui n'ont pas été terminés ou des dossiers qui sont en cours de traitement, donc on prolonge donc d'une année, on l'étale sur l'année suivante, quoi. Et pour terminer, on va modifier donc, la répartition des crédits de paiement prévus sur 2021, effectuer une partie sur 2022. C'est le principe même donc, de ces modifications et des prolongations de ces autorisations de programme. Est-ce que vous avez des questions ? Si vous voulez, on peut... Pas de questions. Pas de questions. Donc, il est proposé au Conseil d'approuver la prolongation, la révision de certaines autorisations de programme et d'ajuster les crédits de paiement selon les besoins réels sur l'exercice 2021 et pour les crédits nécessaires en 2022 dans l'attente du vote du budget primitif conformément au tableau joint en annexe. Article 2, d'approuver la clôture de l'autorisation de programme numéro 120 pour les travaux de voirie 2016-2020, arrêté à un montant total de 14 991 256,36 euros, tel que exposé dans le tableau 6 juin. Merci, je mets aux voix. La délibération est adoptée à l'unanimité. Merci. Toujours Hikmat Chahine pour les DM de l'exercice
2021 pour le budget principal et les budgets annexes. Donc c'est pareil, suite à ces modifications donc, de programme, donc les décisions modificatives vont permettre de rajuster les crédits pour l'exercice sur le budget et surtout après donc et les conséquences pour équilibrer donc là, les budgets d'investissement et le budget donc de fonctionnement en ce qui concerne le budget principal. Donc le budget principal s'équilibre d'investissement à moins 3 194 883 et en section de fonctionnement à 0. Donc ça, c'était donc le projet principal. En ce qui concerne le budget d'eau pluviale, suite à des modifications qu'on vient de voter tout à l'heure, c'est le budget s'équilibre en section d'investissement à moins 181 506 000 euros et en section de fonctionnement pareil à 0. Et sur le budget annexe assainissement, on a une deuxième décision modificative, donc on se retrouve avec un équilibre en section d'investissement à moins 948 000 euros 911 et en section de fonctionnement à 0 euros. Donc ça, c'est le principe donc, de ces modifications. Si vous voulez qu'on regarde, on peut regarder. Donc là, c'est un truc technique, quoi. Donc on va avoir une série donc, de décisions aujourd'hui que de trucs techniques. Des questions? Bon, s'il n'y a pas de questions. Donc il est proposé au Conseil d'approuver la décision modificative budgétaire numéro 3 2021 du budget principal tel que présenté dans le tableau ci annexé. Article 2, d'approuver la décision modificative budgétaire numéro 2 2021 du budget annexe eau pluviale tel que présenté dans le tableau ci annexé. Article 3, d'approuver la décision modificative budgétaire numéro 2 2021 du budget annexe assainissement tel que présenté dans le tableau ci annexé. Alors je mets aux voix. Je vais clore le vote. Le vote est clos. Et la délibération est adoptée à l'unanimité. Toujours Hikmat Chahine pour des autorisations d'engagement pour les dépenses d'investissement. Alors que les cigales... C'est un grillon plutôt. C'est un grillon plutôt. Donc j'essaie d'accélérer. Donc c'est une délibération traditionnelle pour permettre d'ouvrir pour les opérations non comprises dans une APCP des crédits provisoires à hauteur de 25% des crédits ouverts en 2021. C'est quelque chose qui est classique. Et là aujourd'hui, donc on demande donc cette autorisation pour qu'on puisse fonctionner en attendant le vote de budget primitif. Des questions? Donc, il est proposé au Conseil d'autoriser, dans l'attente du vote de budget primitif 2022, Monsieur le Président, à faire application de l'article L612-1 du Code général des collectivités territoriales pour engager, liquider et mandater les dépenses en section d'investissement dans les limites de 25% des crédits ouverts au budget 2021, du budget principal et des budgets annexes pépinière d'entreprise, hôtel d'entreprise, transport de personnes, eau potable, assainissement, eau pluviale, eau potable, NAROS et assainissement NAROS selon le tableau joint en annexe. Article 2, de préciser que ces crédits seront repris si nécessaire au budget primitif 2022 des budgets concernés. Merci, je mets aux voix. Et... Alors je vais clore le vote. Le vote est clos. Donc. La délibération est adoptée à l'unanimité. Toujours Hikmat Chahine pour un changement de compte d'immobilisation concernant le pôle d'échange multimodal. Donc c'est une opération strictement comptable. Hein. C'est parce que l'administration nous a demandé donc de allouer donc de nouveaux comptes, numéros de compte, donc sans aucun incident budgétaire, et on change donc le compte d'immobilisation de pôle multimodal suite à l'action donc à l'achat de terrain donc d'assiettes auprès donc de la SNCF. Donc c'est purement technique, c'est rien de passionnant ce soir. Donc si vous n'avez pas de questions, ce soir, c'est tous les soirs. Quand il y a du budget. Est-ce que vous avez des questions? Bon. Donc, il est proposé au Conseil d'approuver le changement de compte définitif du 21 751 au 21 51 pour 3 immobilisations dont les numéros d'inventaire sont les suivants. Numéro 1912-00003
pour 209 580 euros. Numéro 15 051 00 002 pour 8 126,06 euros. Numéro 14 05 10 0003 pour 459 147,36 euros. Merci, je mets donc aux voix. Alors, je vais clore le vote. Le vote est clos. Et la délibération est adoptée à l'unanimité. J'en suis où? Le versement de la subvention de fonctionnement 2022 au CIAS. Donc c'est une subvention de 2022, on accorde la même que celle de 2021, à savoir 1 828 000 480 €, dans l'attente du vote du budget 2022, et comme ça nous permet de poursuivre donc les versements mensuels au CIAS et assurer sa trésorerie, quoi. Donc c'est pareil, on maintient le même système. Est-ce que vous avez donc des questions? Bon, pas de questions. Donc il est proposé au Conseil de décider d'octroyer une subvention de fonctionnement pour l'exercice 2022 de 1 828 420 € maximum au Centre intercommunal d'action sociale du Grand Dax, étant précisé que ce montant pourra être revu lors de l'adoption du budget primitif 2022. Article 2, de décider de verser cette subvention sous forme d'acompte en fonction des besoins réels. Article 3 dit que les crédits nécessaires seront inscrits au budget de l'exercice 2022 à l'article 75, 73, 62. Merci. Alors je mets aux voix. Ah, ça marchait pas. Alors, je vais clore le vote. Le vote est clos. Je vois que j'assemble tout le monde. La délibération est adoptée à l'unanimité. Des procès-verbaux de mise à disposition des biens et équipements sur la compétence eau et assainissement. Donc c'est pareil, c'est un procès-verbal contradictoire suite au transfert, donc qu'on doit valider entre les communes donc de Dax, Naros et CRS et l'agglomération. Donc le principe c'est d'autoriser le président à signer les PV donc de mise à disposition des biens transférés dans le cadre donc de la prise de compétence eau et assainissement. Donc c'est pareil, c'est quelque chose, c'est des biens qu'ils mettent à disposition donc pour qu'ils puissent fonctionner. Vous ne m'entendez plus. Est-ce que vous avez des questions? Pas de questions. Donc, il est proposé au Conseil d'approuver le projet de procès-verbaux contradictoires établi entre les communes de Dax, CRS, Naros et la communauté d'agglomération du Grand Dax, constatant la mise à disposition à titre gratuit des biens et équipements nécessaires à l'exercice des compétences eau et assainissement transférées des communes de Dax, CRS et Naros à la communauté d'agglomération de Grand Dax. Article 2, d'autoriser Monsieur le Président à signer les 10 procès-verbaux ainsi que tout document se rapportant à la présente délibération. Merci. Alors j'ouvre le vote. Fléchis un peu. Vise. Par ici, là. Pascal Lavigne a été piraté. Ne tape pas sur le boîtier. Essaye le rouge sinon. Alors, essaye notre couleur pour voir. Ah. Et quel suspense. Alors je vais clore le vote. Le vote est clos. Et la délibération est adoptée à l'unanimité. La dotation de solidarité communautaire pour 2022 maintenant. Donc, comme vous savez, c'est la dotation de la DSC de 2022. Pour faire simple, tout le monde gagne sauf Dax. C'est comme à l'école de Fan, tout le monde a gagné. Donc tout le monde voit sa dotation augmenter.
Ceci donc suite à la baisse donc de la base des CFE pour la commune de Dax et surtout le revenu par habitant qui a été augmenté, comme vous le saviez, suite au FPIC. Donc du coup, la commune de Dax a une baisse donc de sa DSC et le reste est réparti donc aux autres communes. Donc tout le monde voit sa contribution augmenter, sa dotation augmenter. Merci. Y a-t-il des questions? Est-ce qu'il y a des questions? Donc, s'il n'y a pas de questions, donc il est proposé au Conseil d'approuver l'actualisation de la répartition de la DSC de communes pour l'exercice 2022 sur la base des données communales de l'année 2021, d'approuver les montants individuels issus de cette actualisation tels que présentés dans le tableau aussi annexé, d'autoriser le versement mensuel par 12e des montants individuels annualisés présentés ci-dessous. Je mets aux voix. Pourquoi ça ne bouge pas? Christian Berthaud qui débute dans l'exercice. C'est le coin là-bas en fait. Il y a des ondes. Je vais clore le vote. Le vote est clos. Et la délibération est adoptée à l'unanimité. Allez, il reste encore 3. Demande d'admission en non-valeur de créances irrécouvrables. Donc, admission en non-valeur. Donc, il y a une admission en non-valeur de titres de recettes à hauteur de 8 986,35 €, essentiellement dû sur la redevance spéciale. Donc, on demande donc de les absorber, quoi. Est-ce que vous avez des questions? Non. Donc, il est proposé au Conseil de valider la demande d'admission en non-valeur pour un montant total de 8 986,35 €, des créances figurant dans l'annexe 1 sur le budget principal. Article 2, d'autoriser le président à signer tout document relatif à ce dossier. Merci. Je mets aux voix. Pourtant, normalement, il n'est pas usé, celui-là. Fonctionne pas. Que peut-on faire? Il n'y a plus de fil. Ça tombe bien, on était en avance ce soir. On va prendre à main levée éventuellement. Tu es pour? Donc notons que Christian Berthaud est pour. Comme du coup l'ensemble des élus, et la délibération est adoptée à l'unanimité. Une convention d'attribution d'un fonds de concours pour l'investissement des communes rurales du Grand Dax avec l'avenant numéro 2. Numéro 2, concernant la commune de Waireleuil. Comme la commune de Waireleuil n'était pas en mesure de présenter le dossier du fait donc, de retard des devis qui sont présentés par les entreprises. Donc du coup, ils étaient obligés de présenter tous ces documents avant le 31 décembre. Ils ne peuvent pas, donc du coup, ça passe à un vote pour prolonger donc, cette convention, donc pour étaler ça sur l'année suivante. Est-ce que vous avez des questions? Donc, s'il n'y a pas de questions, donc, il est proposé au Conseil d'approuver le projet d'avenant numéro 2 joint en annexe à la convention d'attribution d'une subvention dans le cadre des fonds de concours pour l'investissement des communes rurales. Article 2, d'autoriser Monsieur le Président à signer cet avenant numéro 2 avec la commune de Waireleuil. Merci. Je mets aux voix.
Nouveau test. Ne touchez plus à rien. Je vais clore le vote. Le vote est clos. Et la délibération est adoptée à l'unanimité. Le rapport quinquennal sur les attributions de compensation, maintenant. Donc, c'est une nouvelle obligation, donc ce rapport, donc issu de la loi de finances pour 2017. Ceci concerne tous les 5 ans. Il est désormais obligatoire de présenter un rapport sur les compétences transférées sur cette période, de comparer le montant de l'évaluation donc des charges transférées avec le coût réel d'exercice de la compétence. Donc, si on regarde les compétences qui étaient transférées en 2017, il y avait le tourisme, les zones d'activité économique communautaire, le PLUI, la GEMAPI et les eaux pluviales. Pour faire un petit peu simple, on va regarder que la GEMAPI, les eaux pluviales, c'est des charges transférées récemment. Donc, c'est très difficile donc, de l'analyser parce que la GEMAPI, c'était cette année et les eaux pluviales, c'était pareil. En ce qui concerne les PLUI et les zones d'activité, il n'y avait pas donc, des charges qui étaient transférées en face. Donc là, c'était une activité qui était prise par l'agglomération. Il reste ce qui concerne donc la charge transférée concernant le tourisme. Et ça, donc, si on regarde l'analyse de ce budget sur le tourisme, c'est suite à une obligation qu'il fallait créer donc, un office de tourisme commun, donc OITT. Et cette OITT qui a été composée, qui a été suivie par une fusion entre l'office de tourisme donc, de Dax et l'office de tourisme et de commerce donc, de Saint-Paul. Ce que je précise là-dedans, c'est que sur cet office de tourisme, il y a un petit problème. En tout cas, pour l'informer donc tout le monde, et on souhaite l'aborder donc au niveau de la commission des finances. De quoi s'agit-il? C'est que aujourd'hui, cet office de tourisme est financé essentiellement par la taxe de séjour. Cette taxe de séjour, elle est transférée, elle est collectée par l'agglomération et c'est directement transféré à l'OITT. Donc, dans le cadre de cette fusion, l'office de tourisme donc, de Dax était déjà en OPIC et l'office de tourisme de Saint-Paul était une association sur la loi 1901. Et l'argent collecté, il l'utilisait comme il voulait donc cet argent. Cependant, c'est que pour l'agglomération, elle reçoit 300 000 euros donc, de taxes de séjour de Saint-Paul. Elle reverse les 300 000 euros à l'office de tourisme. Mais comme c'était dans les comptes écrits donc, dans la commune de Saint-Paul, l'agglomération reverse 250 000 euros à Saint-Paul. Pour être simple, l'agglomération touche 300 000 et elle reverse en gros 550 000 ou 540 000 ou 41 000. Donc du coup, aujourd'hui, c'était comme ça que ça a été fait, que ça a été voté. Je pense aujourd'hui, il y a un petit quelque chose qu'il faut qu'on discute avec les communes concernées, de voir qu'est-ce qu'on peut faire, pour voir si on peut donc continuer comme ça. Mais en tout cas, pour moi, à titre personnel, je ne sais pas, je ne peux pas accepter. J'aurais bien aimé, à la limite, qu'on ne touche que 50 000, on garde 250 000 à Saint-Paul. Et du coup, le budget de l'office de tourisme, au lieu que ce soit 1,5 million, ça sera 1,250 000. Mais là, aujourd'hui, c'est que l'agglomération d'Arquoise touche 300, reverse 550. Et l'année dernière, quand on a donné une subvention, on a également reversé les AC à 250 000, bien que les recettes n'étaient pas là. Donc ça, c'était mon rôle donc, de vous informer. Ça n'a rien à voir avec le rapport, parce que le rapport, on va le voter parce que c'était un rapport, mais c'est un sujet de débat qui a été évoqué cet après-midi, et même avant, qu'on avait lors de la précédente commission de finances. C'est un sujet qu'il faut qu'on essaye de trouver une solution. Est-ce que vous avez des questions? Oui, Jean. Bien sûr. Ah, il n'y a pas de micro. Un micro pour Jean Lavienne. Oui, j'ai déjà répondu cet après-midi en commission des finances à Idmar, pour lui dire que là, on est en train de remettre en question une décision qui a été prise par le conseil communautaire il y a quelques années déjà. C'était lors du transfert de l'office de tourisme de Saint-Paul vers l'OITT, tout simplement parce que c'est la loi qui nous obligeait
à ce que la communauté d'agglomération prenne la compétence. Alors à cette époque, il faut savoir que Saint-Paul et Dax donc, percevaient la taxe de séjour, comme on le fait habituellement, sauf qu'on était donc dans une association, loi 1901, qui gérait cet office de tourisme, et on ne versait sur ces 300 000 euros qu'on percevait, donc une taxe de séjour, on ne reversait que, pas 50 mais 60 000 euros à l'office de tourisme pour qu'il fonctionne. Et il fonctionnait avec cette somme-là. Quand on a été obligé donc de transférer notre office de tourisme vers l'office de tourisme de Dax pour ne faire qu'un seul OITT, nous l'avons fait à coût constant, c'est-à-dire que à partir du moment où nous dépensions 60 000 euros, eh bien, c'est tout simplement ce transfert-là qui a été fait vers l'OITT. Et on considérait qu'on devait garder nos 240 000 euros, ce qui a été entériné par le Conseil communautaire à l'époque, qui a compris cette opposition et qui a donc fait en sorte qu'on retrouve nos 240 000 euros au travers de l'attribution de compensation. Voilà. Donc on est en train aujourd'hui, si on veut, de revenir en arrière, mais on peut revenir en arrière pour plein de choses si on fait comme ça. Je veux dire, ça a été voté, accepté par les services de l'État, ça a été validé, et maintenant on est en train de remettre en question une décision antérieure. Moi, je m'insurge et je dis, c'est quelque chose, moi, que je ne pourrais pas accepter. Jean, comme tu peux le savoir, tu ne peux pas dire le contraire, c'est que, comme toute charge transférée, nécessite de réétudier, donc de revoir si les charges correspondent ou pas par rapport à la réalité. La réalité, il faut être vraiment, je ne sais pas, complètement irresponsable. Je touche 300 000, je verse 550 000. Je ne sais pas, 1 plus 1, c'est toujours 2. Mais je touche 300, je reverse 550. Je ne sais pas comment ça a été accepté. Je n'étais pas là, donc moi, pour voter ou pas, ou pour prendre la décision ou pas. Mais tout ce que je sais, c'est que je touche 300 000, qu'on transfère à l'office de tourisme. C'est pour ça que je dis, je suis d'accord qu'on prenne 50 000 ou 60 000 donc de Saint-Paul, qu'on le verse à l'office de tourisme. Et du coup, ça reste chez vous, donc 250 000. Mais je ne peux pas accepter toucher 300 000. Ces 300 000, à 8h05, je les transfère à l'OITT. À 8h10, je te reverse 250 000 euros. Je ne sais pas. Moi, à un moment donné, c'est qu'un budget, c'est un budget. Moi, je constate que cette ligne budgétaire, il y a quelque chose qui ne correspond pas à la normalité. Aucune personne ne peut accepter. C'est comme si demain, je dis à un salarié, tu vas toucher 1 000 euros donc, de recettes, donc de salaire, et tu vas payer des impôts de 3 000 euros. Donc là, ce n'est pas possible. C'est que là, aujourd'hui, c'est ça qui est l'explication. Et l'avantage de cette loi, maintenant, c'est une obligation depuis 2017 qu'on regarde donc toutes les évolutions. Maintenant, on est en train de regarder le tourisme. Demain, comme je l'ai annoncé aux commissions donc, de finances, on va regarder forcément dans 2-3 ans les eaux pluviales, parce qu'on va voir comment ça va évoluer, parce que peut-être il y a des choses qui étaient écrites ou pas, parce que tout d'abord, on regarde ce qui est inscrit dans les comptes administratifs. Je sais que ça a été voté. Comme on est en train de regarder donc, la voirie, pareil, on aurait dû donc le regarder ça en 2009, on ne l'a pas fait. Et si on va le continuer, le principe, c'est qu'à un moment donné, il faut qu'on voit est-ce que les charges transférées correspondent à la réalité ou pas. Après, quelles sont les solutions? C'est un choix politique. Moi, financièrement, j'alerte donc tout le monde, c'est qu'il y a 300 000 qui rentrent, on leur donne 550. En tout cas, c'est payé par l'agglomération. Il faut arrêter avec ce calcul, Igmar. Mais c'est la vérité. C'est 300 000 euros au lieu d'aller à Saint-Paul. Ils vont à l'office de tourisme intercommunal, c'est tout. Mais l'agglomération reverse en plus 250 000 de plus. Mais si. Mais non, mais 300 000, Jean, je t'invite. Ils ne sont pas à la communauté d'agglo, ces 300 000. Ces 300 000, je les reverse à l'office de tourisme. Et en plus, je dois compenser la commune de Saint-Paul 250 000 euros de AC. Donc, je vais résumer très simplement. Je reçois 300 000, je viens de l'expliquer. Je les dirige directement sur l'office de tourisme. Je pense qu'on ne va pas... Alors, non. Pardon? Qu'est-ce que tu dis? Non, alors merci Monsieur le Président pour me donner la parole. Jean, merci pour la prise de parole. Enfin, pardon, mais là je tombe de l'armoire.
Enfin, tant sur la forme que sur le fond, j'ai l'impression que ces bricolo-bricolettes font leur office du tourisme. Si le sujet était discuté en commission cet après-midi, comment ça se fait qu'on en parle ce soir en conseil d'agglomération? Tu me dis, je partage un sentiment personnel qui n'a rien à voir avec les délibérations, mais je suis complètement d'accord, ça n'a rien à voir avec la délibération. Si, c'est en rapport avec la délibération. Alors ça veut dire qu'il faut faire le débat sur le fond maintenant? C'est que là, aujourd'hui, parce que c'est ce que tu as commencé à faire, Igmat, en termes de méthode. Non, ça n'est pas de méthode, je l'ai présenté au Conseil des maires, tu n'étais pas là, tu étais parti à 19h ce jour-là. Donc, ça a été présenté en Conseil de Je vais dire un mot sur le fond. Et je vais dire un mot sur le fond, parce qu'il y a quand même des choses assez incroyables qui sont dites. Si tu veux parler ça répond à une histoire, comme non, mais je vais pas aller dans le détail, parce que c'est pas là qu'on va faire le débat. Ça correspond à une histoire. Il y a certains éléments. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on veut remettre en cause une compétence, mais c'est tout qu'il faut remettre en cause, pas que le financement. C'est-à-dire à quoi elle sert, comment elle est attribuée aujourd'hui, comment elle fonctionne, quel est le retour de cette compétence. Et alors moi, je suis prêt à ouvrir le chapitre, mais dans son intégralité. Il n'y a pas de souci. C'est ce qui a été proposé. Alors effectivement, ça ne tombe pas des nues, puisque ça a été abordé en conférence des maires la dernière fois, mais tu avais dû partir avant. C'est pour ça que tu n'as pas participé à cette discussion, mais qu'il faut mettre sur la table sans... Alors, je pense que là, on n'a pas le temps ce soir, enfin, à moins que tout le monde pense le contraire. Il faut aller dans le détail, parce qu'effectivement, oui, là, pour des raisons... qu'on entrevoit du passé, il y a des charges qui ont été transférées à minima. Mais il faut le regarder effectivement de manière posée, et c'est normal qu'on aborde le sujet sans le régler ce soir, bien évidemment. On aura le temps d'en reparler parce qu'il y a réellement un sujet à regarder. Pour le point sur ce rapport quinquennal des AC, puisque c'était l'objet, donc on est quand même dans le sujet, y a-t-il des questions? Alors Christian Berthoud qui n'a pas de micro, il faudrait lui... Ah, il y en a peut-être un à proximité, celui de Thierry Bourdillas. Ah, décidément. Oui, ça marche. Oui, bonsoir. Alors je suis le petit nouveau ce soir, mais j'étais là quelques temps auparavant, donc je peux vous témoigner ce qui s'était passé au sujet de l'Office du tourisme. C'est pas le sujet, mais il y avait eu aussi, pour vous faire un peu le rapport, il y avait eu la même chose avec la piscine municipale de Dax, où le fonctionnement de la piscine municipale, c'était 400 000 € chaque année. Ces 400 000 € devaient être mis dans le pot commun de la piscine communautaire, et ça n'a pas été fait non plus. Donc il y avait des arrangements. Alors d'un côté c'est blanc, de l'autre côté c'est noir, mais à l'époque c'était l'entente. L'entente aussi au niveau de l'OITT, c'était que la commune de Saint-Paul prenait en charge tout ce qui était aménagement du lac de Christus, et l'agglo n'y mettait pas le nez. Donc c'était aussi par rapport à ça. Donc la gestion du lac, c'est ce qu'on dit le fleuron de Saint-Paul, et c'est grâce à ça qu'on arrive à faire venir aussi les curistes, puisqu'ils disent que c'est un environnement des plus remarquables. Bon, je propose de ne pas faire le point sur tous les sites remarquables que nous avons dans l'agglomération, et de reprendre ce sujet avec tous les éléments, effectivement, et de manière posée, avec d'autres d'ailleurs si nécessaire, parce que l'objectif, c'est effectivement de fonctionner de manière transparente, comme on le fait depuis le début du mandat, avec toutes les longueurs que ça peut susciter dans certaines procédures, mais c'est un choix que nous avons fait. Bon. Qu'est-ce qu'on fait alors? Il faut prendre acte par un vote. Prendre acte par un vote de la présentation du rapport quinquennal sur les attributions de compensation pour la période 2017-2021. Alors je mets aux voix. Si, oui, mais on prend acte par un vote. Alors. Il y a des subtilités. On prend acte de quoi qui a été présenté? Oui. Je vais clôturer. Le vote est clos. Mais pas le sujet, on l'a bien compris. Le versement d'une subvention de fonctionnement au budget annexe des eaux pluviales. Donc, comme vous le savez, on a le budget annexe eaux pluviales, et c'est pour verser la subvention donc, pour ce budget qui est
qui est de 358 818,29. C'était ce montant qui était à l'époque destiné au GEMAPI, à la GEMAPI. Mais comme on a maintenant levé une taxe spécifique pour la GEMAPI, donc ce montant a été donc décidé la dernière fois de le transférer sur le compte donc, de budget annexe eau pluviale. Donc on vous invite donc à valider cette subvention, donc le budget annexe eau pluviale. Est-ce que vous avez des questions ? Donc, s'il n'y a pas de questions, donc il est proposé au Conseil d'approuver le versement d'une subvention de fonctionnement au budget annexe eau pluviale d'un montant de 358 818,29 €, correspondant au montant des charges transférées et retenues sur les attributions de compensation pour l'exercice 2021. Article 2, d'approuver le versement de cette subvention à l'article 65, 73, 63 au budget principal. Merci. Et voilà, c'est fini. Je mets aux voix. Allez, je clôt le vote. Le vote est clos et la délibération est adoptée à l'unanimité. Je passe maintenant la parole à Sylvie Péducas pour une demande de subvention. Oui, bonjour. Il s'agit donc effectivement d'une demande de subvention de Clercienne pour l'achat en VFA de 38 logements locatifs sociaux sur la commune de Dax. Ces logements sociaux s'inscrivent dans une opération qui est desservie par les rues Frédéric Mistral et Jean Lebon, opération de démolition-reconstruction sur le site de l'ancienne clinique Saint-Vincent. Cette opération comprend la réalisation d'une résidence senior avec service, 50 logements, et 38 logements locatifs sociaux, dont une partie est destinée aux personnes âgées en perte d'autonomie, soit un total de 88 logements. Il s'agit d'un habitat collectif en R+2, dissociant sur le plan fonctionnel la résidence senior d'un côté, des logements locatifs sociaux de l'autre, la partie sociale étant composée de logements avec balcon et de jardins privatifs pour les logements en rez-de-chaussée. Pour toutes ces raisons, donc, le projet est parfaitement conforme au règlement d'intervention du Grand Dax en matière d'habitat, compte tenu de la typologie de l'habitat proposé et du fait qu'il favorise à la fois une opération de démolition-reconstruction en cœur de ville et qu'il permet de développer des logements, notamment pour les seniors en perte d'autonomie. Il vous est donc proposé, conformément au règlement, d'attribuer une subvention d'un montant de 51 000 € et compte tenu de l'effort financier réalisé, de demander à la société Clercienne la réservation de 4 logements pour la communauté d'agglomération du Grand Dax au sein de cette opération. Merci. C'est des questions, interventions? Il n'y en a pas. Donc, il est proposé au Conseil d'attribuer une subvention d'un montant de 51 000 € à la société Clercienne pour l'achat en vente en l'état futur d'achèvement de 38 logements locatifs sociaux de type plus et PLAI sur la commune de Dax, d'autoriser Monsieur le Président à signer les 2 conventions jointes relatives à l'attribution d'une subvention pour l'une et à la réservation de logements pour l'autre, les crédits nécessaires au paiement du premier acompte étant prévus dans le cadre de l'AP 139 sur les crédits de paiement de l'exercice 2022. Merci. Alors je mets aux voix. Clore le vote est clos. Et la délibération est adoptée à l'unanimité. Philippe Castel maintenant. Un sujet qui lui est cher, les PUP. Et un avenant sur un PUP à Soignac-et-Cambran. Oui, un avenant sur la commune Soignac-et-Cambran. La convention précise que la participation de l'aménageur pourra être revue à la hausse dans la limite de 10% si les travaux s'avéraient plus élevés que prévu, ce qui est le cas. L'avenant met à jour la participation suivante, ainsi revue, plus 12 664 pour l'aménageur, plus 1 196 € pour la commune,
plus 4 600 € pour le Grand Axe. Communes et aménageurs ont validé les augmentations. Et s'il n'y a pas de questions, il est proposé au Conseil de valider l'avenant proposé, d'autoriser le président à signer l'avenant. Allons à l'essentiel. Voilà. Alors je mets aux voix. Et je vote. Et merde. Ah. Alors ton micro est ouvert. Quand, Oui, pardon. Du coup, tu... Je le vis. Allez, on va clôturer le vote. Le vote est clos. Et la délibération est adoptée à l'unanimité. Toujours Philippe Castel pour la définition des objectifs poursuivis et les arrêts des modalités de concertation pour le PLUI dans le cadre d'un projet. La déclaration de projet numéro 2 devant permettre la restauration et le changement de destination du château des évêques sur la commune de Saint-Pandelon, pour y accueillir des événements festifs, des expositions, des séminaires d'entreprise, dans un cadre de grande qualité architecturale et paysagère. La délibération va prescrire la procédure d'adaptation du PLUI-H et arrêter les modalités de concertation du public, à savoir sa mise à disposition des documents validés et d'un registre au siège du Grand Axe et dans la mairie de Saint-Pandelon, et possibilité d'adresser ces observations par courrier ou par mail. Ouais. Après, c'est quoi là? Les questions? Pas de questions? Pas de questions. Qui rendent les armes? Non. Il y en a qui, voilà. On met aux voix. Il est proposé au Conseil d'arrêter conformément aux articles L103-2 et L103-4 du Code de l'urbanisme les modalités de concertation. On passe au vote. Allez, on met aux voix. Il est minuit. Et après, il reste une délibération après. Je vois que tout le monde s'emballe là, mais... Celle-là est importante. Il n'y a pas d'augmentation. Allez, les tarifs de l'eau. Les tarifs de l'eau. C'est pas clos. Merde. Il manque. Allez. Ça y est. Allez, on peut clôturer le vote. Adopté à l'unanimité. Et la dernière délibération sur les tarifs 2022, les budgets eau potable, assainissement et analyse de laboratoire. Voilà, des efforts importants sont consentis depuis plusieurs années pour rationaliser et réduire les charges. Merde, c'est parti. Le micro est toujours ouvert. Hein. Je sais. Je voulais trop vite. Où on est là? Ouais. J'ai perdu le fil, je voulais aller trop vite. Voilà, ces efforts permettent de limiter la progression des prix de l'eau et de participer à la sauvegarde des activités locales fortes consommatrices d'eau. Il est proposé pour l'exercice 2022 de ne pas augmenter les tarifs et de maintenir les tarifs 2021. Voilà, les 5 lignes de tarifs nouveaux sont proposées afin de procéder à des remplacements de compteurs suite à dégradation. S'il n'y a pas de questions, on met aux voix. Il est proposé au Conseil d'approuver les tarifs du service public de l'eau du Grand Axe. Allez, on met aux voix.